l'époque des hypervitesses, des plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode exceptionnel de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Ce soir, l'émission est un peu particulière. D'abord parce que nous sommes ici à Rennes, en direct des Champs Libres, partenaire du podcast que nous remercions chaleureusement. Ensuite parce que je ne vais pas animer l'animation, ou presque pas. C'est le public ici présent qui va faire l'émission. Alors à Craquer l'époque, nous avons choisi de lutter contre ce qu'on pourrait appeler l'interpassivité. Évidemment, à longueur de journée, on nous demande d'interagir, de coproduire, de participer. Et la plupart du temps, nous ne faisons rien de tout cela et nous déléguons notre participation à des dispositifs numériques, à des émissions et à des productions médiatiques. Ce soir, je ne veux pas parler à la place d'un prétendu public, c'est notre public rennais qui va parler. L'émission est enfin exceptionnelle parce que nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Sarah Durieux, activiste chevronnée, professionnelle de la composition et de la mise en lien des colères et surtout professionnelle de la demande de réparation. Elle a dirigé l'association de pétition Change.org et elle accompagne aussi les collectifs militants dans leurs activités. Elle vient de publier chez Hors d'Atteinte un livre précieux que vous retrouverez derrière vous, Militer à tout prix, pourquoi nos collectifs nous font si mal et comment les soigner. Nous recevons également Johan Ferber, docteur en littérature, critique et éditeur. Il est aussi notre ami puisqu'il a cofondé et co-dirigé la revue en ligne Collatéral. Johan a récemment publié Militer, verbe sable de l'époque aux éditions Autrement. Il est donc le fondateur de cette revue culturelle Collatéral avec cette baseline incroyable, la culture vous fait de l'effet. Il faut bien sûr lire cette passionnante revue qui chaque jour analyse, discute des œuvres littéraires et plus largement culturelles qui marquent notre présent. Cette revue est aussi partenaire de notre podcast. Nous allons donc ensemble explorer des questions qui touchent à la fois à l'intime et au politique. Les collectifs militants, leur fonctionnement, les dérives qu'ils peuvent engendrer et comment maintenir une forme de militantisme saine, solidaire et démocratique dans un monde où justement l'autoritarisme et les tentations populisme montent en puissance. Alors j'aimerais commencer avec toi, Sarah. Ton livre Militer à tout prix aborde les effets pervers de la culture capitaliste et patriarcale au sein des collectifs militants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont cette culture influence nos luttes et comment elle génère parfois des souffrances jusqu'à fragiliser sérieusement ces collectifs au point que cette reproduction des normes capitalistiques dans les arts de la résistance n'est peut-être pas tout à fait étrangère à notre culture de la défaite dans la gauche. Absolument, merci beaucoup pour l'accueil et ravi de toutes et tous vous voir. L'idée de ce livre, c'était vraiment de se dire, est-ce qu'on est immunisé contre la reproduction des dominations lorsqu'on milite, même si on milite contre ces dominations dont on parle? Et pour moi, la réponse est non. Et la réponse est non, ce n'est ni grave ni impossible à résoudre, mais il faut se la poser. Et aujourd'hui, moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans différents, en tout cas la mise en réseau, et j'ai bien aimé ta présentation, de différents collectifs militants. Et donc j'ai été assez surprise de voir se reproduire dans tous ces collectifs, qu'ils soient très locaux, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient sur les questions de féminisme, d'antiracisme, de lutte sur les questions climatiques, les mêmes schémas qui reproduisent justement cette culture capitaliste, patriarcale et de suprématie blanche. Et donc pour en parler, je parle très concrètement. Moi, je suis une praticienne de la mobilisation et du militantisme, donc j'aime bien réfléchir aux choses, mais aussi dans la pratique, se dire comment comment on le trouve et comment on le retrouve dans nos pratiques. Et donc en fait, ce qu'on voit dans les collectifs militants, c'est qu'on va adopter des codes qui reprennent exactement à ces cultures de domination. Par exemple, la recherche de l'hégémonie. On veut être le premier collectif, la plus grande force politique, le premier syndicat. Où est la question de la mutualisation et de la coopération dans nos collectifs militants quand il s'agit de sa recherche d'hégémonie? On va aussi avoir tendance à aimer avoir un grand chef à qui l'on doit tout, qui concentre tous les pouvoirs. Qu'est-ce que ça rappelle de la culture patriarcale, mais aussi qu'est-ce que ça rappelle de la concentration du pouvoir, comme la concentration du capital et des ressources dans le capitalisme. Et donc je pense que ces questions-là, en fait, ces reproductions de domination, ce qu'elles font à terme, c'est qu'elles fragilisent nos collectifs. Parce que pourquoi? Dans ces logiques de domination, on affaiblit certains au bénéfice d'autres. Et donc, on ne peut imaginer finalement des mobilisations citoyennes, on ne peut imaginer des forces progressistes efficaces que si elles permettent à toute personne d'être impliquée, de participer, mais aussi de se sentir bien dans le militantisme. Et moi, j'ai parlé avec une quinzaine de personnes qui témoignent dans le livre, mais aussi plus généralement avec des dizaines et des dizaines d'activistes ces dernières années. Et toutes ces personnes, quasiment sans exception, m'ont dit souffrir
dans leur collectif militant du fait de la reproduction de ces logiques-là. Donc l'idée du livre, c'est pas uniquement de dire voilà le problème, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire différemment ? Est-ce qu'on peut remplacer la compétition par la coopération ? Est-ce qu'on peut remplacer la violence par la compréhension ? Est-ce qu'on peut remplacer aussi une forme de binarité par la curiosité et l'humilité ? Voilà, l'idée du livre, c'est vraiment de trouver des solutions sur ces questions-là. Et c'est là où il y a une complémentarité extrêmement intéressante avec le livre de Johan, qui justement analyse aussi le verbe, donc militer, mais surtout la façon dont la figure du militant a elle-même disqualifié, ce qui n'est peut-être pas complètement étranger à l'idée selon laquelle, en fait, on arrive aussi avec nos souffrances psychiques dans nos collectifs. En tout cas, on est largement pris d'assaut, en fait, par le monde qui disqualifie, en fait, le militant. Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots ? Oui, déjà merci de m'avoir invité, merci à vous d'être venus aussi nombreuses et nombreux nous écouter. Alors moi, effectivement, mon travail, il a pas mal d'écho avec celui de Sarah, c'est-à-dire que moi, je m'intéresse en fait à ce qui a pu me poser problème en fait au printemps 2023. Pour moi, il y a eu la succession de trois événements qui m'ont forcé en fait à réfléchir à l'utilisation du mot militant par les médias et l'utilisation du mot engagement. J'étais en 2023 en train de m'occuper de mes parents parce qu'ils sont tombés tous les deux gravement malades, et donc j'étais en fait à la campagne, et à la campagne en fait mes parents regardent tout le temps les chaînes d'infos continues pour les critiquer parce qu'ils crient beaucoup devant la télé. Donc eux, c'est une manière pour eux d'avoir un terreau de critiques. Ça remplace les voisins avec lesquels ils sont tous fâchés. Et à partir de là, c'était un samedi où il y a eu le massacre de Sainte-Soline. Et j'avais été assez frappé en regardant ces images qui étaient d'une extrême violence. Il y avait des mutilations physiques. De voir qu'à cette mutilation physique correspondait une mutilation morale, c'est-à-dire que le mot militant était un mot criminalisé. Au lieu, moi qui viens d'un petit collectif de profs où on a qui s'appelle Lycée Mozart en lutte, on a essayé de lutter contre Blanquer, et on a fait notamment la grève du bac en 2019, et ça m'a beaucoup frappé parce que moi, dans le milieu que je fréquente, le mot militant n'est pas du tout péjoratif, et là ça m'a fait comme une sorte d'électrochoc. Et puis après avoir regardé la télé, je suis allé faire les courses pour mes parents, et là je suis arrivé au Carrefour Market juste en bas de chez eux, et là j'ai acheté des fruits et légumes, et il y avait une betterave sous vide, et elle tendait le poing, elle disait « Je suis une betterave engagée ». Et là, je me suis dit « Mais c'est ça l'engagement aujourd'hui ?» Je me suis dit, parce que moi, je suis, comme Romain l'a rappelé, je suis docteur en littérature, et donc l'engagement, il a une charge, un magistère extrêmement prestigieux, puisqu'il est lié en 1947 à qu'est-ce que la littérature de Sartre. Donc l'engagement en littérature a quand même un certain prestige. Et là, je vois l'engagement qui est réduit à une espèce de betterave mal dessinée sur un emballage. Et je me suis dit, tiens, il y a quand même quelque chose qui se passe dans l'utilisation de ce mot engagement, qui est valorisé. On achète l'engagement en même temps que la betterave, et en même temps, au même moment, il y a la dévalorisation du mot militant. Quelques mois plus tard, il y a eu la remise de la Palme d'Or de Justine Triet, et on était en pleine printemps 23, il y a eu Sainte-Soline, mais on était en pleine manif contre les retraites. Et Justine Triet, vous vous en souvenez, au moment où elle a eu la Palme pour Anatomie d'une chute, a fait un discours en fait contre la réforme des retraites, et elle a été tout de suite attaquée en disant ça n'a pas sa place au Festival de Cannes, c'est une militante. Et là je me suis dit d'accord, ok, donc quand on propose son point de vue, on est systématiquement disqualifié. Et un troisième événement, c'est que Pierre Rosanvallon, à propos de la réforme des retraites, a dit sur le plateau de Quotidien de Yann Barthès qu'il désapprouvait totalement la manière dont Emmanuel Macron s'occupait de la démocratie. Et pour lui, c'était une crise grave comme la France n'en avait pas connue depuis 1958 avec la crise algérienne. Il permet de rappeler que quand même la constitution de la Ve République, c'est une constitution d'un État en guerre. C'est lié à la guerre d'Algérie, d'où justement le fameux 49.3 qui est lié en fait à tout, je dirais, cette vision assez martiale de la République. À partir de là, je me suis dit, donc Macron répond à Pierre Rosanvallon en disant, j'aime beaucoup l'intellectuel, mais je me méfie du militant. Et je me suis dit, d'accord, donc en fait, militer, c'est un outil de disqualification, il y a une bataille morale autour du terme, et en fait, il y a une confiscation de la citoyenneté. Et j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à cette disqualification constante, et à voir qu'en fait, notre contemporain se constitue en fait autour d'un engagement. Tout le monde, de nos jours, est engagé. L'acte d'engagement n'est plus un acte exceptionnel, c'est un acte quotidien. Et il y a 3 manières de répartir l'engagement. C'est un engagement tout simplement commercial. Il y a un festival qui s'appelle le Festival de l'engagement, qui est fait par la chaîne Westfield de centres commerciaux, qui dit « engagez-vous ». Donc vous pouvez, tout le discours écologiste est passé à la moulinette du marketing. Vous avez également un engagement salarial. Il est clair que, par exemple, les cadres sont incités pour être recrutés à
à s'engager dans différentes associations. C'est vu dans leur CV. J'en ai d'ailleurs un à la maison qui n'arrête pas de s'en plaindre. Et enfin, troisième chose, c'est effectivement la monétisation de l'engagement comme un devoir citoyen. Par exemple, si vous ouvrez votre application, que vous ayez un Android ou un iPhone, vous regardez, vous tapez engagement et vous avez toute une série en fait d'applications pour être un citoyen engagé, une milice numérique. Et à partir de là, en fait, l'engagement devient un outil de dévalorisation du militant. Et petit à petit, il y a une ostracisation du militant parce que effectivement, il devient marqué par le sceau de l'opprobre, il devient criminalisé et en fait, il s'assimile progressivement. Et c'est ce que j'explique dans le livre, beaucoup moins rapidement qu'ici, je vous rassure. En fait, il est assimilé à la figure du terroriste. Alors, bien sûr, on aura le temps d'approfondir tout cela. Sarah, je voudrais revenir avec ce que tu viens de faire en faisant paraître ce livre. On a une question un peu classique dans le podcast, c'est de nommer l'époque dans laquelle on est. En fait, en gros, l'idée, c'est de dire il faut qu'on essaye quand même de la qualifier, cette époque, pour qu'on puisse la reposséder au moins un peu intellectuellement, qu'on ne soit pas toujours débordé. J'ai envie de te demander comment toi, tu qualifierais l'époque dans laquelle on est, quel mot te viendrait à l'esprit, et comment, en fait, ce que tu as écrit, Militer à tout prix, s'inscrit, est une façon, en fait, de répondre aux troubles qu'on est en train de vivre. Je pense que, pour moi, l'idée, c'est que l'époque, c'est une époque de la douleur. Et je pense que, justement, c'est une époque de la douleur parce que, justement, on est dans des situations où beaucoup de personnes ont hérité de douleurs, qu'elles soient intergénérationnelles, liées à notre histoire coloniale, liées aussi à notre société patriarcale, etc. Et que ces douleurs, elles ne sont pas réparées. Et le fait que ces douleurs ne soient pas réparées ne permet pas, en fait, de proposer une alternative politique. Donc, on en revient à plein de questions qu'on a déjà traitées, mais pour moi, ça m'intéresse spécifiquement dans le contexte du militantisme, parce que est-ce que des gens qui n'ont pas pu réparer peuvent réparer le monde ? Ça me pose cette question-là. Donc, c'est à la fois l'époque de la douleur et de la nécessaire réparation. Alors, on va écouter une chanson choisie par Johan. Tu as choisi le mot Get It Right de Yass avec la chanteuse libanaise Yasmine Hamdan. Est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots très rapidement sur les raisons de ce choix de chanson ? Ouais, alors moi j'ai choisi cette chanson qui est sortie en 2009, juste avant les révolutions du printemps arabe. C'est une chanson qui a été refusée par Madonna parce qu'elle a été produite par Mirwais Ahmadzai, celui qui l'a, pour dire très vite, réinventé au début des années 2000. Et c'est très intéressant parce que Mirwais, c'est un ancien militant des années 70, c'est le cofondateur de Taxi Girl. Et avec ce groupe, on aura peut-être l'occasion de le dire, en fait, ce qui l'intéressait, vous allez l'entendre, c'est de la pop occidentale avec une voix arabe. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour lui parce que son but en 2009, c'était de voir que c'était en fait de démontrer qu'il y avait une charge émotionnelle très forte autour du mot arabe et qu'il s'agissait en fait de produire des images à la télé et de faire entendre des voix arabes à la radio pour que la France ait moins peur. Eh bien, on l'écoute ici au Champ Libre. Young girl, young boy, get it right, get it wrong, get it loud, get it strong, get it young, get it front, get it yours, get it done, get it done, get it done. 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 6 7 8 6 6 12 مناش كون دولتنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 و6 12 5 6 7 6 و6 12 مناش كون دولتنا مناش كون 12 Get it high, get it sharp, get it right and get it fast. Let it clash, let it crash. Let it shine or let it die, let it die, let it die. Young girl, get it young. Young
Alors, c'est pas si fréquent qu'on écoute de la musique ensemble de façon aussi sage. Mais il y avait quelque chose d'assez entraînant. Tu voulais rajouter quelque Oui, chose? je voulais ajouter deux choses. C'est que Mirwais Ahmadzai est aussi romancier et il a publié deux textes. Un texte sur Taxi Girl, sur son expérience justement militante, mais aussi un roman il y a 3 ans qui s'appelle Les Tout-Puissants et qui est une réflexion sur un militant qui traverse Paris et un Paris dans lequel en fait bientôt tout sera dominé par un monde pop, c'est-à-dire ici vous l'avez bien entendu, c'est quand même une musique qui est extrêmement formatée. Le monde de la pop, c'est un monde de droite, voilà, c'est un monde ultra conservateur à l'intérieur duquel il faut injecter un imaginaire de gauche, c'est-à-dire il faut essayer de le rendre progressiste et c'est la voix justement de Yasmine Andam qui injecte dans cet univers ultra-libéral un petit peu d'espoir. Alors une toute dernière question avant de vous donner la parole pour la suite de l'émission, c'est adressée à toi Sarah. Il y a une figure qui apparaît assez clairement dans le livre, c'est la figure du rabougri. Et cette figure nous fait un peu sourire, c'est l'image la figure d'un activiste assez fatigué finalement au fond. J'ai envie de te demander, mais quels sont les signes d'un devenir rabougri qui sont un peu les nôtres aussi, mais quels seraient les signes de la figure inverse, celle que on pourrait appeler, moi je l'aime bien l'appeler le danseur, la danseuse, le funambule, quelqu'un qui est un peu plus léger que le rabougri au fond. En fait, je pense que les caractéristiques de la rabougri se retrouvent chez chacun d'entre nous en même temps que celui du danseur. Et donc c'est ça, l'idée, c'est d'arriver à comprendre les deux et à quel moment l'un prend le pas sur l'autre. Et dans le militantisme, souvent ce qui se passe, c'est qu'on est quand même confronté à des mauvaises nouvelles, des nouvelles aussi qui nous disent qu'on n'aura jamais assez, qu'on ne sera jamais assez, qu'on n'aura jamais notre place. Et donc c'est difficile de garder à la fois espoir pour notre cause, mais aussi de continuer à se valoriser dans notre travail. Et donc pour moi, l'idée de la danseur ou de la danseuse ou du danseur, c'est plutôt la personne qui va se dire, en fait, je reconnais l'abondance dans les gens avec qui je milite, je reconnais la richesse à la fois de nos liens, mais aussi de toutes les choses qu'on peut arriver à faire ensemble quand on laisse pas la rabougrie prendre trop la place. On y va, on peut ouvrir la discussion. Alors, la France dépend de moins d'une dizaine de serveurs et selon des ex-journalistes de Sud-Ouest sur Agorvox TV, Macron est arrivé dernier en 2017. C'est-à-dire qu'en fait, les élections ont été faussées. Et en fait, même la salle qui avait une intuition qu'il pouvait gagner avait effectivement eu 14%. Donc en fait, on ne milite pas assez. Et ceux qui nous faisaient voter, ils nous disaient qu'ils voyaient que les résultats n'étaient pas conformes et que ça pouvait arriver. Mais il y a des tricheries aussi dans certains bureaux de vote qui ont été constatés. Moi, je suis contre les élections. Voilà. Donc, moi, je pense que la figure de l'électeur, elle a été inventée au 19e siècle pour contredire celle, en fait, du militant. Militant, c'est un mot assez récent dans la langue française. Il date de 1832. Et le terme militer, il arrive, en fait, dans le sens dans lequel on l'emploie ce soir, à partir de 1794. C'est-à-dire, c'est un verbe de la Révolution française, un verbe qui, en fait, est un verbe d'un idéal, celui de la démocratie, qui n'arrive pas à devenir à lui-même. Et donc, chaque fois qu'il y a un militant, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. C'est qu'on attend que la démocratie totale arrive. Et en 1832, suite aux 3 glorieuses de 1830, le terme militant, en fait, a été introduit dans la langue française. C'est-à-dire qu'il fallait diffuser l'idéal démocratique, diffuser l'idéal révolutionnaire. Au même moment, tout ce qu'on pourrait appeler une classe dominante va créer, en contrepoint, la figure de l'électeur. La figure de l'électeur, c'est une réponse, en fait, à la rue. C'est-à-dire que face aux insurrections répétées de 1830, le printemps
Printemps des peuples 1848, il fallait créer une figure de l'électeur, c'est-à-dire, ça passait par deux choses. Ça passe par les élections, vous déléguez votre voix. Or, est-ce une vraie question, est-ce que le militantisme est délégable, c'est toute l'histoire de Mitterrand qui gagne en 81. Il a gagné grâce à un terreau militant. Est-ce que finalement, les gens ont été respectés dans leur choix en votant Mitterrand en 81 ? La réponse, on le sait, c'est non. Et la deuxième chose, c'est la presse. L'émergence de la presse au 19e siècle, c'est notamment par le biais de la tribune, c'est une confiscation de l'expression de l'opinion dans la rue. C'est pas pour rien que la presse était vendue dans la rue aussi, parce qu'elle devait faire concurrence à ceux qui, justement, clamaient des slogans. Voilà. Donc, en fait, cette figure de l'électeur, à laquelle nous sommes tous habitués, c'est une invention, finalement, assez récente. Et cette invention assez récente, il y a un électeur qui arrive. Et ici, c'est une invention assez récente, et elle est vraiment à opposer aux militants. Il y a vraiment, dans l'histoire, une opposition très forte, et le militant, il est rejeté du côté de trois autres figures, du barbare, du croquant, et évidemment du communard, qui sont les trois figures auxquelles on assimile le militant contre l'électeur. Oui, Sarah, tu as dit qu'on était dans une époque de douleur. Alors, sur le constat, ouais, je pense que je suis assez d'accord là-dessus. Et tu disais que comment est-ce qu'on peut réparer ou comment est-ce qu'on peut soigner une société qui est dans la douleur. Et je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec cette opinion, parce que justement, dans la douleur, il faut qu'il y ait de la douleur, des blessures pour pouvoir soigner. Et donc, je repense notamment à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1943, quand le Conseil national de la résistance se constitue. On ne sait pas si on va gagner la guerre, on est encore en plein dans la guerre, il y a des bombardements, on est clairement dans la douleur, et c'est là qu'on pense la société, la démocratie à venir, et c'est là qu'on construit la sécurité sociale, c'est là qu'on construit l'État-providence, etc. Une société dans un idéal de soins justement des uns aux autres, et dans un souci d'un peu plus d'égalité. C'est après, où le capitalisme finalement reprend tous ses droits, disons, et que c'est parti en cacahuète. Mais voilà, il y a quand même, c'est aussi les moments de douleur, c'est aussi des moments où on construit et où on cherche à prendre soin des uns et des autres. Et je pense que c'est aussi ce qui se passe dans les causes féministes là aujourd'hui aussi. Toutes ces femmes qui prennent la parole parce que justement elles sont dans la douleur, etc. Et en prenant la parole, elles cherchent aussi à réparer. Donc voilà, juste ta réaction là-dessus pour revenir sur ces paroles que tu as tenues. Alors je partage absolument ton constat que c'est souvent après la douleur qu'on a la possibilité de réparer. Et donc pour moi, les exemples que tu donnes sont des bons exemples de la capacité de réparation et de soins qui nous permet d'avancer politiquement. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, en particulier dans les espaces militants, il y a beaucoup de personnes qui sont à titre individuel extrêmement blessées par les systèmes dans lesquels ils et elles évoluent. Et du coup, on a une vraie question en tant que militants. Quel est notre rôle ? Est-ce que notre rôle, c'est uniquement de pousser pour une idéologie, une vision politique, des changements de politique publique, etc. Ou est-ce que c'est aussi de permettre ces moments de réparation collective ? Et selon moi, on est arrivé à un stade dans le militantisme, en particulier dans les militantismes auxquels moi j'ai le plus participé, sont les militantismes féministes et antiracistes, de la question de la réparation qui est indispensable au sein même des collectifs, dans les dynamiques intra-militantes, pour pouvoir parler de réparation sur les questions coloniales, sur les questions de patriarcat, etc. Et donc ma question c'était, en tout cas je suis d'accord avec toi, et donc ma réaction c'était plutôt de dire, est-ce qu'on peut réussir à imaginer ensemble des solutions, imaginer ensemble un monde différent quand on est trop pris par cette douleur qui jamais ne trouve d'écho auprès de nos pairs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ça la question qu'on doit réussir à résoudre. Et aussi, c'est la condition de nos coalitions et c'est la condition de nos alliances. C'est la reconnaissance mutuelle, c'est la reconnaissance et la réparation qui nous permettent d'élargir en fait le cercle de nos alliés. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, en particulier dans cette période fasciste, on a besoin de recréer ces liens et on a besoin de prendre en compte les douleurs individuelles pour arriver à agir collectivement. Par rapport à vous deux, Johan, d'abord effectivement sur ta réflexion sur le fait que l'élection est à gommer par rapport au militantisme, ça paraît quand même effectivement, ça voudrait dire qu'on fonctionnerait tout le temps en démocratie directe, ce qui est quand même compliqué dans une société organisée avec des millions de personnes. Et autrement, je pense pas que l'élection tue le militantisme. Ça ne devrait pas tuer le militantisme. En 81, il y a eu des mouvements sociaux qui ont existé. Ils auraient sans doute été plus nombreux. Peut-être que ça aurait changé des choses, mais que la situation était
été effectivement très compliquée avec la résistance du capitalisme. Concernant Sarah et ta vision du monde, pour la qualifier aujourd'hui, tu parles de douleur. Je suis pas spécialement d'accord, parce que je pense que la douleur, en fait, je ne sais pas si vous devez sans doute connaître le Métron, qui est en fait une sorte de dictionnaire avec 200 000 entrées sur toute la vie militante depuis la Révolution française. Et c'est passionnant parce qu'on voit la vie de militants depuis la Révolution française, tout le 19e siècle et jusqu'à nos jours. Et on se rend compte qu'à la fois, la douleur a toujours existé, et en particulier les conflits entre les humains, ce que tu effectivement décrivais au début, ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'il y a eu des dominants, y compris dans les mouvements ouvriers du départ, et y compris au moment de la Révolution française, où il y avait des rapports de force extrêmement durs. Donc voilà, moi je trouve qu'effectivement, ce qui caractériserait plus l'époque, c'est une question un peu d'affaissement de l'idée du socialisme, de l'affaissement des mouvements sociaux, et que c'est aujourd'hui effectivement extrêmement compliqué, surtout avec la numérisation, avec les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle, d'éviter un accroissement de l'individualisme, et que c'est donc vraiment une opération très difficile aujourd'hui d'organiser le social. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais on peut traverser une période difficile pendant plusieurs années avant que, peut-être pas, mais avant que renaisse effectivement un mouvement. Il y a souvent des périodes où c'est un peu plus difficile. J'ai peut-être été un peu long. Oui, alors pour répondre sur la figure de l'électeur, je dirais que là, ce que j'évoquais, c'était plutôt un mouvement du 19e siècle. Tu as parfaitement raison. Je crois que ce qui détermine aussi la période dans laquelle on vit, c'est la contre-révolution managériale. C'est-à-dire que là, depuis 68, il y a un mouvement de contre-révolution qui s'est amorcé, et on vit totalement, à la fois, je dirais, dans un régime qui n'est pas politique. C'est le management. Le management, on peut le définir de manière très claire comme une souveraineté sans État. Ça, c'est vraiment la définition du management, c'est-à-dire une rigidification autour de la verticalité de l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire le contraire de la démocratie. Et la deuxième chose, c'est que pour moi, le régime dans lequel on vit n'est évidemment pas la démocratie, telle qu'on peut l'entendre, mais bien sûr la stratocratie. C'est quoi la stratocratie ? C'est l'exercice qui ressemble, vous allez le voir beaucoup au management, c'est l'exercice en fait d'un pouvoir vertical avec des moyens militaires sans forcément avoir des uniformes. Et les deux formes par lesquelles se caractérise la stratocratie, c'est un schéma de guerre civile généralisé, c'est-à-dire un affrontement finalement de classes, les pauvres, les riches, l'opposition systématique, ça c'est quelque chose qui est très connu. On oppose les gens sur l'immigration parce que ça permet de faire le business derrière. Et la deuxième chose, c'est la démophobie. Et la démophobie, c'est quoi ? C'est le rejet du peuple. Vous voyez le résultat des élections du 7 juillet 2024, c'est l'exercice même de la démophobie, c'est-à-dire c'est le NFP qui est arrivé en tête et c'est pas lui qui gouverne. Donc là, c'est l'exemple typique de la démophobie. J'étais en train de terminer le livre quand j'ai eu la démonstration sous mes yeux ébahis de la justesse de ma proposition. Pour répondre sur la douleur, je trouve intéressant votre perspective sur ce qu'est l'époque. Par contre, sur l'élection, histoire qu'on ait un peu un débat, moi je suis militante et je milite pendant les élections. Donc je pense, en fait, tout est une question d'époque. Et puis si on dit craquer l'époque, dans quelle époque on est ? On est dans une époque où des systèmes politiques autoritaires qui vont plus loin que le système français, donc je mets bien une gradation dans l'autoritarisme, arrivent au pouvoir par des élections, arrivent au pouvoir par la conviction des citoyennes et des citoyens qu'ils et elles représentent des solutions à leurs problèmes. Et donc pour moi, justement, on est dans une période, dans une époque dans laquelle l'élection est un espace de militantisme prioritaire. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce qui se passe aux États-Unis, mais ce qui s'est passé avant en Hongrie et ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays tout autour du monde dans ces dernières années, c'est qu'en fait, des gens élus ont sapé complètement les principes de l'état de droit et notre capacité justement à faire face ou à contrer, à militer dans la rue ou ailleurs contre leurs décisions. Donc moi, je pense dans cette période, dans cette époque, que notre priorité, c'est le militantisme électoral. Moi-même, je n'ai jamais été dans un parti politique. J'ai toujours milité dans des collectifs qui sont pas partisans. Mais aujourd'hui, je m'engage pas en politique, mais je m'engage au sein de la société civile, dans les espaces électoraux. Et donc, je crois que pour moi, la question, c'est de se dire, stratégiquement, quel est notre levier le plus efficace aujourd'hui pour pouvoir continuer à militer ? C'est de travailler sur les élections, que ce soit d'ailleurs des élections locales, comme les élections municipales qui arrivent, ou des élections nationales. Alors, on est en train de se centrer sur la question des élections. Il y a quand même une vie politique et une vie, en fait, relativement quotidienne. C'est la vie du militantisme un petit peu quotidien. Et j'avais envie de poser une question, Sarah, et je le fais avec volontairement un peu de provocation, mais est-ce que finalement, cette attention à nos fragilités un petit peu psychologiques, finalement, à la façon dont on va emmener nos bagnes et nos ravages dans les collectifs militants que nous fréquentons, est-ce que finalement, on risque pas de tomber aussi dans une espèce de grande culture psy qui, je crois, nous embête aussi un peu, qui peut parfois nous empêcher de dépolitiser. Je sais
que tu ne le fais pas parce que tu appelles à politiser cela, mais... Alors moi j'appelle complètement à politiser ce qu'on vit individuellement parce que ça n'est que le résultat de processus politiques et de systèmes sociaux. Donc je pense qu'une personne qui psychologiquement est fragile, c'est avant tout le résultat de processus politiques. Et je pense que justement c'est le problème. Du coup maintenant j'ai plein d'idées pour l'époque, mais je pense qu'un des problèmes de notre époque, c'est la question de comment on est sans arrêt en opposition et en refus de dire que la réponse à l'ensemble des problématiques sociétales qu'on rencontre, c'est à la fois c'est plusieurs choses en même temps. Et donc je pense que notre problématique à gauche, c'est de reconnaître à la fois le système et l'individu. C'est de reconnaître à la fois l'intime et le politique. Et donc la réconciliation en fait de ces deux sphères, pour moi, c'est la solution pour un militantisme qui fonctionne. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même des gens qui se sont politisés principalement. Enfin, je pense que la génération de militants qui arrivent, que ce soit des militantes féministes, antiracistes, mais aussi sur le climat, sont des gens qui se sont beaucoup politisés par leur expérience personnelle. C'est vraiment une autre époque où avant on militait parce qu'on rejoignait aussi des structures plus institutionnalisées, etc. Aujourd'hui, la politisation, elle se fait beaucoup par l'expérience personnelle. Donc forcément, il y a un lien entre l'intime et le politique qui est beaucoup plus fort. Pour moi, la question, c'est aussi comment la politique ne devient pas trop intime, c'est-à-dire comment on arrive à avoir des discussions politiques sans se sentir forcément attaqué personnellement. Et donc, c'est un équilibre très difficile à atteindre, mais je pense qu'on doit le trouver entre l'individu, le collectif, l'intime et le politique. Alors peut-être, si on peut juste prolonger sur cette question, est-ce qu'il y aurait des personnes qui auraient des exemples justement de collectifs politiques qui étaient intéressants dans la façon de prendre soin? Alors tu en prends plusieurs toi dans ton livre, mais est-ce que, en tout cas on peut y réfléchir, savoir si on a des collectifs dans lesquels on a eu l'impression qu'il y avait cet accueil finalement au fond de ces douleurs et que finalement elles retrouvaient des formes de puissance. Alors je vais d'abord vous donner la parole. Alors moi je pense pas qu'on milite dans la douleur, moi je pense qu'on milite dans la joie parce que je sais qu'on peut être 60 milliards sur Terre, qu'on va vers une période glaciaire parce qu'en fait on constate effectivement qu'il fait de plus en plus froid contrairement à ce que disent les médias. Et en fait on peut avec le thorium créer des immeubles champs pour faire face à cette période glaciaire. Voilà. Le thorium c'est une énergie sans limite. On peut en avoir pour 300 ans sur Terre si on le met en place partout dans le monde. Je ne suis pas sûre que je partage votre constat sur la question climatique, mais je pense que ce n'est pas l'objet du débat, donc si vous voulez, on en parlera après. Mais peut-être que sur une autre question, je ne sais pas trop quoi vous répondre, monsieur, je suis désolée. Oui, pour rentrer un peu dans le sujet en ce qui me concerne, moi je crois que le premier acte politique auquel nous devons tous, c'est la culture. Comment voulez-vous faire saisir à quelqu'un, une personne, qui est sans culture ? Et c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, de nombreuses personnes qui sont manipulées par les réseaux sociaux, où il suffit d'avoir 3 lignes sur un portable où on défile et on est dans l'illusion d'une connaissance, alors que c'est une petite information qui est encore discutable. Donc la priorité des priorités, il me semble, c'est la culture. Mais la culture, ça se gagne, ça se travaille. Or, on est dans une période, justement, où les choses vont vite. Nous sommes dans l'accélération, phénomène irréversible, m'a-t-on dit. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est comment lutter, comment trouver des espaces d'arrêt, des temps d'arrêt qui nous feraient respirer. J'idéalise également une école. Bien sûr, il y a des matières, le français, les mathématiques, mais il y aurait aussi une matière coefficient 17 qui serait le vivre ensemble. Apprendre par la médiation à apprendre. Il n'y aurait pas une vision pyramidale où les grands seraient... Les meilleurs seraient au-dessus. Je me souviens aussi, je suis un ancien enseignant, rencontrer un père de famille qui venait vers moi au niveau terminal et qui me disait « Pourriez-vous me dire où se situe mon fils en physique ? Où se situe mon fils en chimie ?» Bon, voilà, c'était un très bon élève, mais je lui signale également ses points faibles au père de son fils. Eh bien, les points faibles, c'était qu'il ne savait pas encore, en ce temps-là, il avait 18 ans, travailler avec ses pairs. Et donc, j'ai appuyé sur ce concept-là du travail avec ses pairs. Le père, j'ai eu un mal fou à lâcher sa main quand on a fini de discuter. Parce qu'il me remerciait justement de ne pas avoir pensé à cet aspect des choses justement qui aurait pu humaniser qu'au-delà d'une connaissance, il y a aussi apprendre à être et à faire avec les autres. Et donc, autre grand concept auquel je suis heureux de participer à ma façon, c'est le concept d'entraide. C'est une autre loi de la jungle, l'entraide. Il y a en nous, les humains, une énorme capacité, une volonté de nous entraider. Il suffit d'y aller. Et quand on fait un travail en commun, ça génère une joie intérieure à laquelle on n'aurait même pas pensé, on n'aurait pas imaginé. Donc il y a tout ça. Je terminerai. Il y aurait abondance d'exemples à donner, vous imaginez bien. Mais j'apprécie très fortement la complémentarité de vous deux là, sur scène là, et ça rend la rencontre dynamique. Oui, moi je suis assez d'accord avec monsieur sur le constat de la culture. Je ne serais pas,
aussi pessimiste que vous sur l'acculturation. Je dirais qu'il y a deux phénomènes autour de la culture. Je pense que le management dont on a parlé tout à l'heure fonctionne essentiellement sur l'acculturation, et c'est une acculturation qui transfère des définitions, une sorte de délexicalisation en fait de tout. Les termes ne veulent plus dire la même chose. Ça, c'est le premier travail de SAP managérial, qui est un grand classique, qui a déjà été étudié plein de fois. Et la deuxième chose, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de très important que vit le militantisme. C'est, pour moi, on est dans un tournant culturel du militantisme. C'est-à-dire que le militantisme, c'est un militantisme. Moi, par exemple, je suis prof de lettres, et en fait, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que pour moi, le militantisme, on peut s'inspirer, en fait, de ce que la littérature contemporaine produit. Et la littérature contemporaine produit, en fait, un militantisme, ou en tout cas propose à lire un militantisme sous deux axes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être piégé par les romans naturalistes qui reproduisent du storytelling du type Nicolas Mathieu. Voilà, Nicolas Mathieu, quand il parle dans Connemara du management, c'est en fait la reproduction d'un schéma de domination, d'un storytelling. Il faut plutôt s'intéresser à des poètes ou poétesses comme Nathalie Quintane, qui justement proposent par la littérature d'examiner les discours tels qu'ils sont proposés, notamment comment les politiques parlent des migrants, comment les gilets jaunes se sont réunis sur les ronds-points. Ça, c'est des choses vraiment très intéressantes. Et la deuxième chose, la leçon fondamentale, me semble, de la littérature contemporaine, c'est qu'elle s'est enfin débarrassée de cette figure du grand écrivain, qui est en fait une figure non seulement patriarcale, mais qui a été inventée à la fin du 19e siècle par l'impérialisme colonial français, justement pour régner un petit peu sur le monde, en essayant d'installer une échelle de valeurs et d'hierarchie. Et que fait la littérature contemporaine ? Il y a une formule que moi j'aime bien, qui est d'une romancière contemporaine française qui s'appelle Emma Marsante, et elle dit, donc, ce sont des romans féministes. Elle raconte comment elle a été violée par un voisin à l'âge de 5 ans, ensuite comment elle a été malheureusement incestée par son frère, et elle dit, je vais écrire parce que c'est le seul moyen que j'ai de m'en sortir, et je vais m'en sortir par le bas. Et je pense que cette formule, s'en sortir par le bas, c'est vraiment la formule qui est extrêmement réaliste dans le militantisme aujourd'hui, parce qu'il y a aussi tout, ce qui est très intéressant dans le livre de Sarah, c'est qu'il est totalement débarrassé de l'image dans laquelle les médias veulent enfermer les militants, c'est-à-dire le folklore insurrectionnel, le folklore héroïque, les excités sur la barricade. Et ça, c'est vraiment une image archétypale qu'on essaie de coller aux militants, à la fois pour les décrédibiliser et aussi pour les incapaciter. C'est-à-dire que c'est très difficile. Moi, pour avoir milité dans un collectif, quand on décidait de faire une grève, il faut aller voir les gens un à un, leur parler un à un. Est-ce que tu veux faire la grève ? Je peux pas, j'ai mes enfants, etc. Et ce sont des raisons tout à fait entendables. C'est pas des gens qui veulent pas faire la grève. Parce que ce que produit la société managériale dans laquelle on vit, c'est quand même ce paradoxe très intense. Quand vous ouvrez la télé, quand vous voyez les nouvelles, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Vous êtes contre ce qui se passe. Et pourtant, vous ne faites rien. Et c'est dans cette mince écart que peut venir se loger le militantisme. Et c'est un militantisme extrêmement ingrat. C'est pas du tout un militantisme héroïque. Il y a une forme assez ingrate d'aller voir les gens un à un pour leur dire, est-ce que tu veux bien faire grève, etc. Et les quelques petites victoires qu'on a eues, qui pour moi sont des grandes victoires, c'est par exemple d'avoir réussi à récupérer des postes, arracher des postes au rectorat de Créteil quand tout était fermé. Et c'est venu comment ? C'est venu parce que ce jour-là, 5 personnes s'étaient mises en grève, avaient décidé de se mettre en grève, et 5 personnes ont fait vaciller le système. Donc c'est quand même des leçons où effectivement vous évoquiez tout à l'heure l'entraide, et c'est des phénomènes très ténus, très petits pour les uns, mais qui sont en fait énormes à accomplir pour tout le monde, celui d'aller tout simplement, en fait, comme on le fait ce soir, discuter entre nous. Alors c'est sûr qu'il y a quelque chose de très laborieux, et plus laborieux que le moment très événementiel du politique de la barricade, mais qui parfois aussi peut produire des choses. On aimerait bien en revoir, mais là vous voyez, un petit abandon de la barricade. Là. Répond aux abonnés absents. Alors moi j'avais une question, Sarah, encore, parce qu'il y a un constat qui paraît assez clair et je pense qu'on pourrait collectivement partager un peu facilement. C'est le constat selon lequel nos collectifs militants, de façon générale, se réfléchissent assez peu, n'arrivent pas vraiment à se penser, en tout cas, une forme d'immunité vis-à-vis de la critique. Et comment toi tu l'expliques, quelles seraient les causes un peu de cette difficulté qu'on aurait à se réfléchir ? D'abord parce que je pense que dans la culture militante, ce qu'on apprend avant tout, c'est qu'on a une idéologie, une idée, une vision qu'on doit défendre à tout prix, et nous avons raison et les autres ont tort. Donc c'est très difficile déjà, culturellement, on a quand même cette idée de dire on a forcément raison, on se comporte forcément bien, et donc il y a une forme de résistance par rapport à ça. Je pense aussi que le militantisme, pour beaucoup de personnes, c'est une reconnaissance sociale, c'est la capacité en fait de trouver sa place dans la société, parfois de trouver des solidarités quand on n'en a pas. Donc il y a beaucoup d'exemples de gens qui militent aussi pour retrouver de la sociabilité, et donc en fait c'est extrêmement difficile de remettre en cause le groupe, parce que quand on remet en cause le groupe, on prend aussi le risque d'être exclu de ce même groupe
groupe dont on a besoin pour des raisons tout simplement de sécurité émotionnelle, etc. Et donc forcément, quand on arrive à dire là, je trouve que c'est pas normal, par exemple que le président de notre parti harcèle une femme par coup de téléphone, eh bien on prend le risque d'être exclu par ce même parti, par ce même groupe, et donc de devenir la personne qui va être justement le sujet de colère. Et donc pour ces raisons-là, je pense que c'est très ancré. Et la dernière raison, je dirais, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui militent en dehors d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que le militantisme, ça concerne les autres, ça concerne les systèmes, ça concerne les politiques publiques, ça concerne pas notre propre manière d'être à la fois aux autres et de nos propres interactions. Et donc c'est très difficile de se remettre en question quand on considère qu'on fait pas partie de ce système-là. Et j'avais discuté avec une autrice qui a écrit un livre qui est assez similaire au mien, qui s'appelle Anthea Lawson, qui a écrit un livre qui s'appelle The Entangled Activist, donc l'activiste, je sais pas comment traduire, pris dans ses contradictions, quoi, qui me disait, je lui disais, mon premier livre, il s'appelle Changer le monde, elle me dit, mais moi, j'utilise plus ces expressions-là parce que je considère que c'est comme si ça nous extrayait, en fait, de ce monde-là. Et c'est les mêmes réflexions qu'on peut avoir sur les questions environnementales en disant, est-ce qu'on fait partie des écosystèmes ou est-ce on est en dehors? Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est très difficile de remettre en cause le collectif. Alors, tout à l'heure, on demandait s'il y avait des exemples, justement, de pratiques qui étaient intéressantes, parce que dans ton livre, tu ne contentes pas simplement de dire, voilà, on a du mal à prendre en compte ou à prendre en charge, tout simplement, toute cette culture capitalistique qui nous travaille, mais il y a des associations qui justement font des choses plutôt intéressantes justement pour essayer de porter au jour ce site. Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être? Oui, mon exemple, l'exemple que je cite souvent parce que je pense que c'est un bon exemple à la fois parce que c'est une association qui a fait face à des difficultés et qui a ensuite mis en place des changements et qui a permis de résoudre beaucoup des problématiques. C'est le collectif LALAB, c'est un collectif féministe qui défend les droits des femmes musulmanes et qui travaille vraiment avec une approche extrêmement complète de ce que doit être un espace militant. C'est-à-dire que les femmes musulmanes, quand elles arrivent dans ce collectif, elles ont d'abord une phase d'accueil qui n'est pas du tout une phase qui les incite à être dans l'action militante, qui les incite à aller en dehors du groupe, mais plus une phase en fait dans laquelle elles peuvent déposer leurs expériences. Souvent, quand on vient à militer, on y vient quand même pour une raison, et en particulier, ces femmes viennent souvent du fait de violences sexistes et islamophobes, et donc elles ont vraiment toute une phase d'abord qui est vraiment une phase d'accueil, une phase de création en fait de liens et de solidarité entre les nouvelles membres et les membres déjà là. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase qui est une phase qu'elles appellent de création du savoir, où en fait ces femmes vont se réapproprier en fait leur capacité politique par la réflexion, où elles vont écrire des articles pour des billets de blog, où elles vont témoigner sur leurs expériences pour les politiser exactement. Et c'est seulement ensuite qu'il y a une communauté d'action politique qui va être de faire du plaidoyer, qui va être de manifester, qui va être de faire des actions militantes plus classiques. Et je trouve que c'est intéressant en fait cette approche parce que ça nous permet justement, comme on le disait, de réconcilier l'intime et le politique et surtout de politiser l'intime pour réparer les violences et les blessures que ces personnes peuvent avoir. Nous avons encore quelques minutes. Ne me laissez pas la parole, sinon je vais la garder. Mais... Vous avez évoqué les médias notamment. Et je me demandais par rapport sur notre lien au rapport au langage, si l'utilisation, comme on l'a eu pour la musique, de réintroduire des termes, de se refamiliariser avec des termes comme celui d'arabe, ou est-ce qu'on aurait des supports digitaux pour essayer de se détacher un peu de ce qu'on a au quotidien, quoi, qui est du matraquage. Oui, c'est-à-dire, ça rejoint en fait ce qu'on disait à propos du tournant culturel du militantisme. En fait, c'est vrai qu'il faut essayer de se réapproprier les choses ou de se construire de nouveaux outils, c'est-à-dire que le militantisme tel qu'on doit pouvoir le faire, c'est le considérer comme une forme de vie. C'est aussi le livre de Sarah, c'est-à-dire que le militantisme, c'est une forme de vie. C'est-à-dire, c'est constituer la société en communauté, mais une communauté responsable. Et cette communauté responsable, elle a besoin, comme vous le dites très bien, de support. Elle a besoin de support, elle a besoin de repères, elle a besoin de jalons culturels, parce que, et c'est aussi l'objet du livre de Sarah, ce qu'elle exprime très bien, c'est que dans ce milieu de communauté responsable qu'on veut déployer, on ne veut plus de justice punitive, on veut en fait une justice transformatrice. Et cette justice transformatrice, elle ne naît pas comme ça en un claquement de doigts. Elle a besoin justement de nouveaux repères culturels, comme on a pu l'entendre tout à l'heure avec Mirwais. Et ça demande précisément de l'imagination. Ça demande, comme le disent les soulèvements de la Terre, de réarmer d'autres fables, c'est-à-dire de désarmer les fables du réarmement. Et moi, ce que je peux vous inciter à faire, c'est créer votre média. Moi, par exemple,
avec Simona Kripa, on a créé la revue Collatérale parce qu'en fait, on en avait assez de ne pas lire ce qu'on aimait. Voilà, donc du coup, on a produit notre propre revue, on a produit notre propre support, collatéral.media, voilà, pour faire un petit peu de publicité. Voilà, et en fait, ça demande à la base, si Collatéral, notre revue, existe, c'est parce qu'on a réussi à fédérer autour de nous des gens qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt, c'est-à-dire c'est la communauté responsable dont on parlait précisément. Militer, oui, mais effectivement, essayer de diffuser des choses qui ont pour nous une charge émotionnelle. Voilà, c'est ça. Par rapport au militantisme, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on est tous un petit peu militants, peu importe le sujet et même peu importe l'âge. Parfois, on se bat pour avoir un jouet, une voiture, une glace, partir en vacances avec ses amis, ce genre de choses. Et puis après, plus tard, en grandissant, on se bat pour autre chose, pour par exemple le droit des femmes, le droit des enfants, l'égalité homme-femme, ce genre de choses. Et c'est vrai, pour en revenir un petit peu à l'affiche, moi que j'ai vue, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. C'est vrai, je pense que chacun en fait se bat un petit peu comme il veut, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de limites. On l'a bien vu, on le voit même tous les jours. Dans l'actualité, il y en a qui meurent pour des causes qui sont parfois pas les nôtres. Mais en fait, pour éviter d'aller trop loin, je pense que... Je sais pas s'il y a réellement une réponse à ça. Moi, en tout cas, j'ai pas de réponse à ça, en tout cas, sur jusqu'où peut-on aller. Parce que sur l'affiche, c'est ça, en fait, les questions, je crois. Si je me souviens bien, quel sens cela prend-il? Comment nos forces collectives se composent-elles et parfois s'épuisent, s'abîment, se découragent? Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai que parfois, on est un petit peu découragé par le combat qu'on mène parce qu'on n'a pas forcément les réponses qu'on attend. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on en parle peut-être pas assez et que parfois, on garde un peu trop le silence. Et puis, il y a peut-être, justement, des droits qui ne sont pas ouverts. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes qui voudraient se battre, mais qui n'osent pas. Et donc, le militantisme, c'est quelque chose en fait de naturel. Je pense que si on veut que les choses évoluent, faut se rendre compte en fait qu'on n'est pas seul. Et parce que parfois, on se sent seul et on croit vraiment qu'on est seul, alors qu'en fait, tous les gens qui sont autour de nous sont présents. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis dans une même pièce. Mais c'est vrai que, parfois, il se passe des choses et puis, je sais pas quoi dire de plus, bref. Pour rebondir sur ce que vous disiez, et en fait, c'est aussi pour relancer un peu la discussion avec le travail de Joanne, c'est, en fait, il y a un peu une question dans ce que dit Joanne, c'est, moi aussi, je parle de ton livre, parce que tu m'as parlé beaucoup du mien, c'est l'espèce de problème entre militer et s'engager. C'est-à-dire, est-ce que, finalement, on n'est pas poussé à croire qu'on milite quand on milite pas vraiment et quand on est finalement enfermé dans quelque chose qui n'a pas beaucoup de pouvoir politique, quoi, si je résume. Et en même temps, faire le lien avec votre question sur chacun fait aussi en fonction de ses possibilités, de ses moyens, etc. Je trouve qu'il faut réussir à trouver l'équilibre entre les deux, et pour avoir travaillé avec beaucoup de personnes qui sont extrêmement minorisées, finalement, manifester, c'est pas aussi facile pour tout le monde. Il y a des personnes, par exemple, qui ne peuvent même pas aller manifester, qui peuvent pas se déplacer, pour qui finalement le militantisme digital est un peu le seul mode d'action. Et donc, je trouve qu'on a besoin vraiment pour moi en tout cas, ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est de se dire à quel moment j'ouvre des portes de construction du pouvoir pour des gens, peu importe là où ils ou elles en sont, et pour leur permettre d'aller beaucoup plus loin et justement toujours trouver de la motivation. Et je trouve que chacune et chacun d'entre nous, on peut avoir cette réflexion-là sur qu'est-ce que je peux faire collectivement avec les autres. Et je pense que le plus gros problème, c'est l'individualisation du militantisme, et ce que tu défends aussi dans le livre, c'est l'idée qu'on pourrait s'engager qu'à titre individuel et qu'on pourrait pas et qu'on peut changer entre guillemets le monde uniquement en prenant des engagements de qu'est-ce qu'on consomme, etc. Mais plutôt, moi je pense qu'il est nécessaire de penser le collectif, même si on agit avec des choses qui sont accessibles et qui sont considérées comme petites par d'autres. Il nous reste 1 minute 40 d'émission, alors il faut être très très court sur la question. Bon, militer, en effet, moi je dirais oser aller aussi vers ceux qui ne pensent pas comme nous. Je te prendrai un exemple qui m'est cher aussi. Je rencontre des jeunes, 4-5 là, l'un d'entre eux a une trottinette électrique, avec une batterie au lithium. Bon. Et donc j'arrive à discuter avec eux pour savoir d'où vient le lithium. Je fais court, d'où vient le lithium. Et mine de rien, ils me disent, les enfants là, les enfants de 14-15 ans, les ados, qu'ils n'ont aucune idée de la production de lithium, d'où ça vient, etc. Bon, est-ce que ça aussi, une rencontre citoyenne, c'est petit, vous me direz, c'était 4-5 jeunes la semaine dernière. Bon, est-ce que c'est pas militer aussi, une sorte de militantisme citoyen, que d'éclairer, d'expliquer
de faire penser. Voilà, tout simplement. Oui, de toute façon, de toute façon, le militant, il ne fait jamais par lui-même. C'est-à-dire que le militant, il est obligé de militer. C'est-à-dire que on se lève pas un matin en disant tiens, si j'allais militer. C'est-à-dire que c'est la réalité qui contraint à militer. C'est jamais une sorte d'un seul coup, une lumière divine vous baigne le matin dans votre chambre et éclaire votre visage. Vous dire ça y est, je vais militer. Non, c'est la société et son état d'effondrement qui vous oblige à le faire. Voilà, se termine notre émission Craquer l'époque autour du verbe militer et puis de militer à tout prix. Je vous invite à lire ce livre de Sarah Durieux, Militer à tout prix. Vous pouvez le retrouver ici grâce à la librairie Comment dire, que je peux remercier et qui pourra vous présenter le livre. Et puis le livre de Joanne Ferber, Militer, verbe sale de l'époque, aux éditions Autrement, qui est aussi présent grâce à la librairie Comment dire. Merci encore au Champ Libre, merci à Mélanie Cellier qui a aussi permis que cette journée se fasse et que cet moment dédicace puisse se faire. Et merci bien sûr à vous tous, vous toutes et vous tous, et merci à nos invités. Merci à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral, la Gaîté Lyrique, les Champs Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous à la rentrée avec de nouveaux invités pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.